Hey guys, comme je vous dis, on est revenu, notre invité est arrivé et on va vous présenter quelqu'un vraiment qui a un parcours assez intéressant parce que vous allez voir, on va parler d'investissement en Afrique. Puis ici, je vous présente Bassa. Bassa qui était avec nous présent. On l'a réchauffé, guys. On l'a Ouais. réchauffé. C'est pour ça qu'il est Yellow Seat en ce moment. Fait que, Bienvenue au par où pod. commencer? Bienvenue. Parce que je sais que le contexte ici, c'est Alexis qui connaît bien, on grandit ensemble. Ben oui, ami d'enfance, enfance Amis scolaire. d'enfance. Bac à Côte-Vertu en plus, là. Bac de la Côte-Vertu. Ouais, Côte-Vertu ici, là. That's it. Saint-Laurent, là. Allez-y. Ben, d'où vous connaissez à la base? So, déjà, merci de m'avoir invité. Content d'être ici. Alexis, on se connaît de Saint-Laurent. On était en Fort-Soleil ensemble. Donc, started from the bottom. Really. Start from the En bottom français, c'est une area. école? Yeah. Hein? C'est primaire, bro. Primaire. C'est pas un programme genre de... Ah, ça se peut aussi, bro. On encourage les... Des programmes les programmes. d'enfants. d'enfants. Mais on a suivi un parcours quand même pareil. On était à Fort-Soleil, on était à l'école secondaire ensemble. Ensemble. Toi, t'as fait le basket à Antique. Ouais. Moi, j'étais chez Mais le c'est spot, vrai. là. Il vient de mentionner, tu nous parlais de ta première amour. Ouais, basket. So, Basket, yeah. So, on y va avec ça? ouais, cégep, basket. Non, basket, ça a vraiment commencé. Comment ça a commencé? Tu sais, je viens d'Afrique, hein, Congo. Et quand on est arrivé, c'était le soccer d'abord. So, Ah oui. c'est là qu'on a commencé à Enfant Soleil, soccer, puis jusqu'au secondaire 1. Là, tu commences à grandir un peu et Il est trop grand pour les ouais, soccer. et beaucoup des amis commençaient à aller vers le basket et tout ça. Donc, je me dis, why not? Tu vois, tu follow tes amis et tout ça. Puis, après la première année, c'était pas facile, tu trouves tes pieds et tout ça. Puis, la deuxième année, I fell in love, man. T'as grandi, frère, c'est tout. Ouais, Mais t'as une shape aussi de joueur de football, là, genre. ouais. Ça Football, peut c'est être un un truc. linebacker, tu l'as-tu essayé? Football, j'ai essayé. Mon père voulait que je fasse football, en fait. Et comme, je pense que si j'avais fait football, j'aurais pu aller pro. Mais- Check la confiance. Non, frère. Fait que t'es un honestly, athlète, tu te sens Ouais, comme c'est un ça, athlète inné, là? Yeah. On a fait ça au café l'autre Ouais. fois. T'es comme, yo, quand t'as un focus sur quelque chose, football, je pense que j'avais le truc pour football. C'est juste que j'ai essayé une fois, en fait. J'étais allé jouer running back à l'équipe de Saint-Laurent, la ville. Running back en Spartan. plus. Spartans. J'ai fait Fait- le attends, tryout. Tu fais quelle grandeur? 6 foot. Oh shit. Yeah, so Running j'étais back running en back. plus. Puis j'ai fait le tryout, j'ai kill le tryout, actually. Et ils m'ont mis, ils ont dit que non, j'allais commencer le next game qu'ils avaient, genre. Il y avait un gars qui était là, running back, puis ils m'ont dit non, je vais commencer. Puis dans le temps, je jouais déjà au basket. So je dis non, j'étais comme, bro, je veux juste voir d'abord ce qui se passe. Tu sais. La première game, j'étais dans le bench. On commence la game, comment les gens étaient hype. Comme, that was my element. First play, le running back prend la balle, il run, pouf, 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 smack. smack, il tombe, ambulance, civière, il est à l'hôpital. Première game. Tu t'es J'ai changé, fait- frère. Bro. T'as enlevé ton casque. Bro, Yo, s'il y aurait eu J'ai- des Yo, j'ai scouts, fait- là, je suis comme, go. Who is this guy? That's it. Sign him Le now. gars tranquillement dit, yo, je pense que j'ai oublié de quoi au vestiaire. Yeah. Là. Bro, Bassa le mur. that was really it. Et après, je me suis dit, je vais juste continuer basket. C'était mon truc. Puis je commençais à devenir bon. Mais je pense que toi, ils t'ont recruté au Antique, hein? Ouais, T'as ouais. joué là. Ils sont venus te chercher ou pas? Antique était venu, Champlain aussi. Ah, Champlain aussi, ouais. So, c'était vraiment ça. Et c'est là que ça a commencé. Quand j'ai fini, il y avait vraiment le choix entre Champlain et Antique. Et ça a parlé de la suite. On va se reconnecter avec ça. Mais Champlain, c'était un programme déjà établi. Les meilleurs, en fait, de la province et tout ça, ils allaient là-bas. Rappelle-moi, lui qui était avec nous au secondaire, Qui ça? lui qui était beef cut, là. Il Chris était allé à Cabella. Champlain. Non. Ted Griffin. Ouais, Ted Griffin, Yeah, lui, il était allé à Ted. Champlain. Ted Il était allé à Champlain. C'était dans Champlain, le concert, ouais. c'était vraiment une structure. Et puis Antique, je me souviens, Thierry, le coach dans le temps, il était venu me voir et il a dit Antique, il n'y a rien encore. Et on avait l'opportunité de bâtir un programme. Et les derniers 5 ans qu'on était à Express, on venait de faire ça aussi. So, j'avais le choix entre aller dans quelque chose qui était déjà structuré et juste comme add to it et aller quelque part où comme il n'y a rien de fait. Et puis c'était comme, tu sais, il parlait, il y avait beaucoup de bandits Antique, blablabla. Et on avait l'occasion de créer un truc. From scratch. Tu vois des gars visionnaires. Ils sont là au Antique, bro. That was it for me. C'était comme, je suis vraiment allé en Antique parce que je pensais que c'est ce challenge-là de build something. So, De build. Puis c'est bon que tu dis ça, build, parce qu'on t'a amené ici, parce qu'on va parler beaucoup de build.
de build des choses parce que je pense que déjà là sur l'intro, puis moi je te connais pas comme lui il connaît, mais je commence à voir vraiment de la personne qu'on a ici derrière. C'est ça, là. C'est bon de découvrir, encore là, c'est bon de pouvoir découvrir des personnes qui découvrir des nouvelles voies. Des nouvelles voies où est-ce que on peut voir qu'est-ce que tu peux faire quand vraiment tu as une intention derrière ça. Fait que, Puis je parle-moi pense... Vas-y. non, parle-moi de build, là, vas-y. C'est quoi ta Ouais, question? ben moi, j'allais dire, parce que là, lui arrive un peu... Comme je pense que tout sportif de Saint-Laurent ou tout sportif, il arrive à un choix, là. Je pense que tu arrivé là. Il arrive à un choix où tu es comme, est-ce que je continue avec l'université puis tout, ou je me concentre sur ma carrière de basket? Je pense que tu as vécu un peu de quoi semblable aussi, non? J'ai vécu semblable, puis c'était, tu sais, si je peux prendre quelques minutes pour juste parler de ça, c'était assez particulier pour moi. Parce que quand je dis basket, c'est vraiment mon truc. Quand tu es dedans, tu lock. C'est soit tu essaies de faire NBA, tu allais jouer pro et tout ça. Et en SIC, c'était des années bien, mais après, je me suis blessé et puis j'ai commencé à avoir des doutes. Mais quand j'ai fini en SIC, actually, le coach de Champlain, qui m'avait recruté au secondaire, il était allé à McGill. Il était devenu coach à McGill. Et puis encore venu me Ah, recruter. fait que les contacts. Check-moi McGill, Ouais. bro. McGill, c'est chaud. Il est venu me recruter encore pour aller à McGill. J'étais allé même voir l'équipe à McGill et tout ça. C'était nice. Et là, le choix, tu sais, quand tu fais du sport, il y a beaucoup de physiothérapeutes. Tu deals avec eux. Puis j'ai vraiment aimé ce monde-là de physiothérapie. J'avais le choix entre soit faire physiothérapie ou continuer dans le sport et, excuse-moi, aller plus dans un domaine, focuser à l'école et continuer les trucs et tout. À cette époque-là, c'était vraiment ces choix-là qui étaient dans ma tête. Et maintenant, pour prendre la décision, Champlain McGill, le programme, il fallait que je fasse, si je devais continuer là-bas, il y avait des cours de maths qui me manquaient. Il fallait que... Toujours les cours de maths. Tu vois, il fallait que comme je fasse comme une session de presque préparatoire où j'ajoute mes cours de maths si je voulais par exemple faire ingénierie ou même d'autres programmes et tout ça. C'est là que j'ai décidé que non, comme le basket c'est là, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Et j'avais déjà donné 3 ans en TIC. Tu vois, normalement, tu fais 2 ans, j'ai fait Sciences Nat, tu fais 2 ans, mais j'avais déjà fait mes 3 ans, je me suis dit, c'est quoi, je vais laisser. Puis là, maintenant, c'était le choix entre, OK, est-ce que je vais en génie? Parce que dans ma tête, depuis que je suis tout jeune, tu voyais ma tête, j'ai la tête d'un ingénieur. C'était fait, là. Comme genre dans le ma gars tête, qui construit les choses. Exactement. Tu me demandes, à 5 ans, j'étais un ingénieur automobile. À 7-8 ans, on était en train d'arranger des moteurs avec mes cousins et tout ça. Et tout, tu vois. J'avais ça, génie automobile. Mais il y avait le truc de physiothérapie à côté. Et je pense que Ted Griffin a choisi. Ted a choisi le physio. C'est vraiment ça. Comme tous les autres baskets, on se choix-là. Ouais. Et maintenant, ce qui s'est passé avec moi, c'est que mon père voulait pas que je fasse physio. Parce que lui, il est médecin. Et pour lui, faire physio, c'est comme... C'est la compétition, là. C'est exactement. Un bon père africain, là. C'est l'eau, il faut faire un truc. Pour lui, c'était soit je fais médecine, soit je fais génie. Et moi, médecine... Je ne veux pas faire un truc comme lui. Comme moi, tu vois un peu la ligne maintenant, là, j'ai besoin de créer mon propre patte et tout. On avait ces discussions avec lui back and forth, et puis lui, il insistait vraiment sur vraiment aller en génie et tout ça. Et l'affaire qui m'a convaincu, en fait, c'est qu'il m'a raconté une histoire. Dans les années 70, lui aussi, il avait eu, en fait, les premiers gros ordinateurs, en fait, qui sortaient. Il avait eu la chance d'aller travailler pour une compagnie juive là, qui était au Congo dans le temps. Et il était parmi les premiers comme élites là, qui ont travaillé en informatique au Congo. Et il avait même reçu une bourse pour aller en France pour étudier. Et puis c'est au même moment, il a été accepté à l'école de médecine. Okay. Et à cette époque-là, dans les années 70... Il y avait un tech derrière lui exactement. Quand même, dans les années 70, il a décidé d'aller vers le chemin de médecine. Moi aussi, j'avais comme... Presque 40 ans plus tard, j'avais le choix entre les deux chemins. Soit tu vas vers le chemin de la santé, soit tu vas vers le chemin d'ingénierie et tout. Je me suis dit comme l'histoire se répète, là. Exactement. 40 ans plus tard, c'est la même histoire. Soit exactement. tu vas en médecine, je me suis dit, soit tu as un domaine tech. Voilà. Tu essaies de suivre ces pas-là. Voilà, ça va être une belle histoire de prendre l'autre chemin. Et c'est comme ça que je me suis dit, tu sais quoi, je vais... J'aime ces histoires-là, parce que c'est pas la première fois qu'on entend une histoire africaine où est-ce qu'il y a une bourse que le pays a donnée. On a eu cette discussion avec Abi Jarba. Ouais, exact. Puis ça a été à peu près la même direction, comme
lui, parmi tout le monde, a eu la bourse. Ouais. Qui a fait qu'est-ce que... J'ai décidé de prendre le chemin du génie et après, tu arrêtes le sport, puis ça, c'est une autre bataille là, parce que Ouais. Tu toute rêves, mon là. identité, tu vois, depuis Oui, t'es petit. 12 ans que je suis rentré dans le basket, jusqu'à 21 que j'allais à l'université, mon identité, tu me demandes, tu es qui? I'm a ball player. Tu étais en cours de génie. Non, mais j'étais un joueur de basket. Ouais. Puis en C'est plus, tout ce que j'avais. à part McGill, en génie, là, Mhm. génie, t'as pas beaucoup d'universités qui sont comme renommées pour le basket. Là. Non. Finalement, j'ai décidé, McGill, c'était pas trop, parce que McGill me demandait quand même des cours de maths Ouais. pour aller en génie. Puis là, j'étais comme, you know it, fuck it. Il y avait Poly. Ouais. Et l'affaire avec Poly, c'était un peu la même chose que comme pour Antique. Parce que je me souviens, j'hésitais parce que tout le monde disait que Poly, c'était vraiment dur et tout. Et il y a un gars qui avait fait... La seule raison pourquoi je suis pas allé en police, c'est à cause des rumeurs. Yeah, Moi, je suis allé à l'ETS. Ah ouais? Moi, je suis allé à l'ETS. C'est quoi, ETS, c'est le plus facile dans les trois? Ça que les gens Parce que t'as une disent. technique, bro. Ils Yeah. ne checkent pas trop tes maths. Ils checkent même pas ta cotère, bro. L'ETS, Ouais. tu fais une technique, ils te prennent directement. Si je devais aller à Polytechnique demander de cotère, ça devenait compliqué. Ça devient compliqué. Ça devenait Moi, compliqué quand tu montais la cotère, là. Moi, le truc avec Poly, c'est que ça me faisait peur aussi. J'hésitais, est-ce que je dois aller à Poly? Et je me souviens, il y avait un gars qui était allé une session, qui avait fini une session avant moi Antique. Il est allé à Poly. Il a tellement de choc qu'il est revenu Antique pour finir une Il a technique. dit, je change de programme. Moi. Et je me souviens, il était à l'Agora, on était à l'Agora Antique. Puis là, je viens de le voir, je suis comme, bro, comme j'ai entendu que tu étais parti à Poly. On m'a dit que c'était dur et tout. Et comme, bro, essaye même pas, c'est un truc de fou et tout. Il m'a fait peur. Et l'affaire avec moi, c'est que quand j'ai peur, man, comme... Palpitation, là. Bro, c'est... Non, C'est une Le cœur, là, Il y a pa. ouais, mais c'est comme... Il y a comme le lion qui sort, man. C'est comme si, quand t'as peur, Faut que tu ailles là. il faut que bro... La fin. OK, fait qu'en ce moment, là, tu étais dans ta transition vers vraiment le sport, vers aussi l'ingénierie. L'ingénierie t'a amené à d'autres directions. L'ingénierie, ça m'a amené dans un autre monde totalement. C'est vraiment des décisions claires que j'ai prises. Quand je me suis dit, soit McGill ou Poly. J'ai choisi Poly. Basket ou pas basket? Pas basket. Rentrant en ingénierie, je laissais tout derrière. C'était tout le monde que j'avais connu, de sport et tout. Je drop ça. Et dans ma tête, c'était un focus de I have to make it. Tu vois, je ne veux pas là. Là, je suis en train de sacrifier comme mon premier amour. Là. Tu comprends? Mhm. Je ne veux pas là pour me laisser. Puis en plus, c'est fou comment, moi, je trouve les sportifs ont tendance à mieux réussir à l'école parce que justement, tu sais comment réussir, tu sais comment gagner. Tu vois, je sais pas comment je veux dire. Yeah. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai vécu aussi. Là, moi, je me rappelle, mon père me faisait lever à 5 h du matin. Fait que je fasse push-up, c'est top. 4 jours semaine, c'était juste du soccer. Fin de semaine, c'était que des matchs. C'était comme si tu veux gagner à l'école, tu faisais juste répéter la même chose. Exactement. À l'école. Mais sinon, entre parenthèses comme ça, avez-vous vu le documentaire sur Netflix de Colin Kaepernick? Non, Non, pas non, j'ai pas encore. encore vu ça. Regarde, il y a des choses intéressantes, il y a des choses que tu peux vraiment peut-être... que tu peux genre vraiment juger derrière ça, mais l'idée derrière ça, c'est que tu vois, lui aussi, pendant qu'il était en train de grandir, c'était le football. C'est un athlète pour tout. Il jouait au baseball. Lui, il pouvait jouer à la MLB, il pouvait jouer à la NBA, mais il a choisi le football. Puis aussi, il était intelligent à l'école, mais il est resté tête dur que je fais du football. Tout le monde lui a dit, comme, regarde, fais pas le football, genre, prends la MLB. Les contrats de la MLB sont tous sur toi. Tout le monde veut que tu joues au baseball. Lui, il voulait pas jouer au baseball. Il a dit, je vais faire le football. Puis il est resté là. Fait qu'il a perdu tout plein d'opportunités, qu'il a refusé. Il y a du monde qui a été déçus de lui. Puis en fin de compte, le football a cogné à la porte. Mais encore là, lui, il était quand même bright à l'école. Fait que quand tu vois ça, je vous conseille tu devrais le voir si tu ne l'as pas vu, parce que tu vas voir, je pense que ce que tu viens de me raconter, je vois un peu de cette histoire-là que lui est en train de raconter. À part de tous les sujets vraiment plus politiques aussi qui se passent, là, mais l'histoire à lui, en grandissant, tu vois, il y a beaucoup de références de comme ça. Les sports, l'éducation, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que tantôt, quand on a dit que je pourrais réussir au football, c'est justement dans cette optique-là de dire, genre, quand tu mets l'énergie à une place, quand tu as tendance à mettre l'énergie puis ça fonctionne, tu sais que si tu changes de direction, ça va fonctionner aussi. Exactement. Puis l'affaire aussi, c'est que dans le basket, je ne savais pas ça dans le temps. Parce que je me souviens même, le coach qu'on avait au secondaire, il nous parlait seulement de jouer à l'université. Parce que c'est là au niveau que lui est arrivé. Tu vois?
Mais l'affaire avec le football, c'est qu'en 2015, je suis allé aux États-Unis en informatique. Hein. J'étais allé là-bas, puis je me suis entraîné avec un gars, là, c'est l'entraîneur des Navy Seals et tout ça. Puis j'ai rencontré son fils et tout. J'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et le gars était comme, à la fin du truc, avant que je rentre à Montréal, il était comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis non, je suis comme ingénieur et tout. Il est comme, bro, rentre. Parce que lui, le gars, il avait joué dans la NFL. Il m'a dit, rentre là-bas, juste va dans l'équipe de ton université, comme, I see you, you can make it. En plus, ça aurait pu That faire was les the Carabins en passant. Hein? Exactement. Parce que That les was the techniques, c'est unique à yeah. Montréal. Là. That was the first time someone told me that I can make it to the big league. Et ça m'a fait réaliser quoi? C'est que même, pas seulement dans le sport, dans n'importe quoi, I can make it to the big league. Et quand j'ai commencé vraiment à juste focus sur ce mindset-là, tu vois, pour moi, après, le big league dans mon domaine, l'informatique, c'était make it to Silicon Valley. Right? Did you make it? Puis là, comme tu disais, tu viens de dire que t'étais aux States. T'étais où aux States? À San Francisco. OK. Fait que t'étais déjà genre vraiment proche. J'étais pas proche, en fait. Cet été-là, j'avais juste décidé de comme YOLO. Hein. J'ai pris un billet d'avion, je suis allé là-bas. Ah ouais? C'était un rêve, ouais. J'étais encore en train de figure out les trucs. J'étais à ma 3e année d'école. Mais je pense que tu m'as expliqué ton mindset à ce moment-là. Tu as Ouais. dit, il faut que je sois là où le monde. T'as compris où est-ce que tu dois être si je veux me rendre là. Si je dois me rendre là. Fait Et que là, puis, t'es rendu, c'est quelle année ça? ça, c'était 2015. 2015, t'es à San Francisco. Ouais, le gars a dit, si je veux rencontrer du monde du tech, c'est pas à Montréal. Genre. Exactement. Il a dit, il faut que j'aille là où le monde mange, boit du café. Puis je pense que tu m'as dit, t'as vu du monde pendant que tu étais au café. Si j'ai une bonne mémoire, t'allais prendre un café. T'as vu qui là-bas? J'ai rencontré... Tu vis Zox? Non. Encore. Proche de Zox, actually. Si tu demandes à ma mère, elle va te dire Zox, mais Bezos. j'ai rencontré Jack Dorsey. Ah, Dorsey, c'est proche. Le gars de Twitter. So, j'étais en train de marcher, puis je le vois. Je n'étais pas sûr c'était qui. So là, je Google. Je vois que c'est Jack Dorsey, et puis il était avec le co-founder de Twitter. Ils sont en train de marcher dans la rue. Et là, je Google, je vois que c'est lui. So là, je suis stressé, je ne sais pas quoi faire, j'appelle ma mère. Il y a des sueurs. Je suis comme, il y a ce Mom sweaty. Mom spaghetti. Je suis allé dans un bootcamp dans le temps, puis j'appelle ma mère, je dis, mais il y a ce gars-là et tout ça, qu'est-ce que je fais? Elle est comme, yo, le gars a deux yeux, une bouche comme toi, juste va lui parler si tu as envie de lui parler. Je vais lui parler. Ça, c'est le bon conseil, genre d'immigrant, là. Exactement. Il dit, qu'est-ce que t'attends? Va lui parler. C'est pareil. Je vais lui parler, and it's really funny, comme, je m'assois, je suis comme, yo, bonjour, comme, my name is Tamba, blablabla, I'm a software engineer student, blablabla. Puis, il me demande, are you good at what you do? Je suis comme, yeah. C'est comme, the question, bro. Voici mon email. Send me an email and I'll find you an internship. Oh, shit. Et là, je lui écris. Comme je rentre à la maison, comme excité et tout, je lui écris. Puis il me répond. J'ai encore même l'email jusqu'à aujourd'hui. Il me répond. Puis il m'a actually trouvé une entrevue directement comme ça. Une entrevue à Twitter dans le temps. Et j'étais dans un bootcamp. Comme cet été-là, quand je suis allé à San Francisco, j'étais dans un bootcamp. Et le lendemain, quand je vais dans le bootcamp, je leur dis que comme j'ai rencontré Jack Dorsey et qu'il m'a proposé telle chose, personne ne me croyait. Genre. Parce que je suis arrivé là-bas random, hein, comme un Canadien. Puis toi, je me rappelle l'histoire qui est juste pour faire un wrap-up rapide. Là, les gars, ils marchent dans le corridor de l'école, puis tu vois le board, c'est ça? Tu vois le board, puis c'est qui bootcamp à... Non, ça c'était la première année à l'école. Okay. Ça c'est un autre truc. Ça c'est juste le. C'est comment tu as trouvé le bootcamp? Tu avais trouvé où lui qui t'a amené à Francisco? C'était où? Sur Internet, bro. I had in mind, I need to go. Ouais. Puis on dirait comme, c'est un peu un truc qu'on parlait, c'est quand tu as déjà set ta destination, on dirait, I don't know, man, God just put things in place. Ouais, lui a dit, je vais faire ça. Puis à un moment donné, il check en ligne, je sais pas, il trouve le bootcamp, il y va. Puis après ça, il se marche dans la rue, bro, il rencontre le gars. Puis c'est ça que comme j'aime l'histoire, c'est il faut que tu fasses des actions pour avoir... Comme, si tu veux que la vie te redonne, il faut que tu donnes un step. Il faut que tu ailles dans ta zone d'inconfort rendu là parce que tu es parti de, admettons, une ville qui était confortable, qu'on parle ta langue, que tu as commencé, puis jusqu'à une autre ville américaine. Puis je sais que ton anglais n'était pas poussé à entendre. Ah, ça, c'est une autre histoire, même durant les en plus, là, puis là, genre, tu es devant vraiment, genre, une star de la business. Ouais. Puis c'est intéressant. Yo, go for it, j'entends l'histoire. Ouais, fait que Jack Dorsey, il te propose une job. Ouais, là, je vais au bootcamp, je dis ça à tout le monde, personne ne me croit.
Cela, je leur montre l'image. C'est comme, non, comme, I really talk to him. Check Est-ce que tu l'image. l'as imprimé puis tu l'as encadré? Bro, je suis arrivé, dis-toi que comme je suis arrivé là-bas, j'ai juste pris un billet pour aller à San Francisco. J'étais random, hein, comme un Canadien black. Genre, Avec En un plus, dans- là. à San Je Francisco. suis comme- avec un ouais, Anglais. je parle à peine l'anglais. Puis dès qu'ils ont vu, yo, je suis rendu comme overnight star Ouais. dans le bootcamp. Tout le monde voulait me Wow. parler. Tout le monde dit c'est pas ça. Parce que tout le monde se la dit que T'es la plug. comme il doit connaître quelqu'un. Comme Ou il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose, tu comprends? Ouais. Puis 2 jours après, comme cette semaine-là, il y avait comme un journal qui venait interviewer le bootcamp qui s'appelle Make School. C'est comme une école de formation en informatique. Cela, comme moi, je t'ai rendu que comme je suis le plug, Ils t'ont placé. le gars m'a juste pris là. Va faire rentrer. En fait, You j'ai mets tapé Jack dans le Dorsey. journal. Yes. Je pense qu'il avait C'est- posé- Play c'est football, ça. il peut être sur Jack Facebook, Dorsey. non? Yeah. Ouais, je So, me rappelle avoir c'est vu. juste arrivé comme ça, comme Aïe, aïe, aïe. une succession d'événements nice. vraiment random. Et Là, t'as pris dans le journal. je suis sorti dans le journal. Et tout ça, vraiment, c'est comme. Ça m'a juste fait réaliser vraiment beaucoup de choses par rapport à. Même quand tu parles de make it, mais aussi le mindset qu'on a parlé. Je me souviens une fois que j'étais revenu à Montréal, on parlait avec Alexis de. C'est quoi le mindset que tu dois avoir pour avoir de la chance. Ouais. Tu vois? Puis c'est là que je lui racontais un peu l'histoire que je lui disais. Depuis moi, dès que je finis le basket, dès que je me suis dit que comme je rentre en génie, puis I'm trying to make it, je me suis dit, tout ce que j'ai appris dans le basket, I'm gonna apply it. Ouais. Tu vois, je vais les appliquer et tout. Et la première chose qui était venue pour moi, c'était que juste être curieux. So, quand j'ai commencé l'école, à chaque fois que j'arrivais, puis ça, je le fais jusqu'à aujourd'hui, avant d'entrer à l'école, il y a toujours des babillards dans toutes les écoles et les universités. Je lisais tout. Fuck that. Il y a quelque chose Je là-bas. lisais, et puis dans ma tête, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi encore, mais il y a quelque chose là-bas. Et un jour, on passait avec tous mes collègues et tout, je vois qu'il y a une fille qui fait son PhD, elle donne des ordi gratuits. Puis tu dois juste comme tester un antivirus, tu utilises l'ordi, et après 1 mois, l'ordi à toi. Damn. J'ai appliqué, la fille me donne l'ordi, puis le lendemain, j'arrive à l'école, je montre un aux gars, ordi, là. comme je montre à mes amis à l'école que yo, j'ai un ordi comme ça, ils sont comme, t'as eu ça où? J'étais comme, yo, c'était écrit dans le babillard. Tu n'as pas vu l'annonce? Tout le monde a accès. Tout le monde a accès. Et ça a Ils disent, commencé. hein, tout le monde a 24 heures dans une journée. Hein. Exactement. Et ça a commencé Same comme shit. ça. Après ça, c'était la première fois que je suis allé aux États-Unis tout seul. Il y avait un bootcamp au MIT, aux États-Unis. So, not bootcamp, sorry. Un hackathon. Tu vois, les compétitions d'informatique et Ouais. tout ça. Et je voulais y aller parce que la première année, c'était chaud pour moi. J'avais jamais fait d'informatique et Tu n'avais pas la confiance. j'avais pas la confiance en moi et tout ça. Il y avait juste mon père. Je dois lui donner un shout-out que comme il a toujours cru en moi. Il me raconte. Dans le temps, il me disait que j'étais bon et tout. Puis je me souviens, tu sais, je dis ça toujours aux gens que comme je lui disais plus mes notes. Mais quand il me disait ça, j'étais comme yo, ce gars-là, il m'aime. Parce que Si vous voyez, tu donnes un shout à ton père live, là, par contre, on dirait qu'il y a eu une bonne influence. yeah. Comme on s'entend pas toujours sur les histoires, mais honnêtement sur ça, il a vraiment une bonne influence parce que à chaque fois, il me le disait. Tu vois, parce que quand il était en mission, il travaillait comme pour l'ONU et tout. Quand il avait des problèmes techniques, il m'appelait toujours, puis je les réglais, mais c'est rien en fait. T'allais sur Google- YouTube, Ouais, tu envoies les tu directions. envoies tu vois? Puis lui, il pensait que j'étais comme I was the thing, mais dans le domaine lui-même, Lui, à il vend l'école. haut, là, mais toi, t'es sur Exactement. YouTube, là, en train de checker Tu la vois, Mais je suis sûr que solution, les là. parents, ils savent que c'est pas grand-chose, mais ils te disent, yo, toi, t'es un ingénieur. Hein? Tu vois. Puis ça, quand je suis allé à MIT, tu vois, la première année, j'avais quoi, 2 sur 4 de moyenne, j'étais pas bon là. Et quand je suis allé à MIT à cette 2 sur compétition-là, 4. j'ai vu les gens de Harvard, là. Ceux qu'on dit que comme c'est les smart des smart. Les Et prodiges. là, je vois les questions qu'ils posent. Tu vois, je me dis, mais T'es bête. c'est ça. Tu vois, Ça, c'est vraiment juste ça. Yo, c'est ça le challenge. Yo, et de là, honnêtement, genre, ma confiance a juste explosé. Ma confiance en moi, puis j'étais comme, si c'est ça, je suis meilleur que I ça. can make it. Nice. Tu comprends? Check-moi la confiance. Là, Puis de yo. là, quand je suis revenu, en plus, ce week-end-là, c'était déjà un week-end, on avait un examen le lundi. Là, je dis aux gars, parce que j'avais des gars avec moi à l'école qui devaient partir avec moi, ils ont tous choqué. Parce qu'ils devaient étudier pour l'examen. Moi, j'étais comme, you know what, YOLO. YOLO shit. J'y bro. vais. Puis moi, YOLO, ça a toujours été mes trucs. Hein. So, j'y vais. YOLO Bassa. Puis j'étudie dans le bus, je reviens, j'ai presque foiré cet examen-là, mais ce que ça m'a rapporté. L'expérience, ouais. J'ai eu mon première entrevue de travail à Rakuten. Il y avait une compagnie là de Boston. Donc le gars, il m'a juste vu. On a parlé, j'ai fait un anglais hyper approximatif. Il m'a dit OK. Il m'a donné une entrevue. Puis 2 semaines après, je retournais encore à Boston pour faire ma première entrevue que j'ai foirée
royalement. En plus, la première, C'est faut que tu la correct, foires. ça. La première, il faut que tu la foires, Il bro. faut que tu les foires. Yeah. So, C'est le meilleur après. mais comme je me souviens, le dernier intervieweur, il m'a posé une question. Puis les autres, ils étaient vraiment comme, quand même gentils, chill. Lui, il m'a regardé. Tu sais, comme quand on te regarde, on est Toi, comme... t'es yo. bête, frère. Je te jure. Toi, je vais t'avoir, Toi, t'es là. bête, frère. Il m'a regardé ce regard-là, j'étais comme, bro, je le prends, bro. Parce que même mon anglais, je sais même pas comment j'ai fait pour parler aux gens parce que je parlais T'as pas anglais. rendu là. En fait, c'est un vrai. J'allais savoir Africain, du quoi à Boston. Je te jure, je Mais- parlais... Mais il y a un truc que je veux souligner, puis ça, c'est fucking important, là. C'est comme, il y a plein de gens qui vont te dire « trust in you », mais tant aussi longtemps que c'est pas toi qui le dis, ça va jamais fonctionner. So, quand toi, t'as dit que quand t'as été présent là et t'as fait comme « yo, je peux le faire autant et mieux qu'eux », à partir de là, c'était comme game, et t'es revenu game. avec comme une autre vision, là. C'était Ouais. pas juste faire comme t'as dit, c'est pas juste je suis un étudiant, non, je suis rendu comme je peux créer des shit, là. Yeah. Et quand je reviens, même quand je parlais du sport au début, et si j'avais ce mindset, quand je jouais au sport, j'aurais été beaucoup plus loin. T'aurais pris ton sac à dos, t'aurais secure, t'aurais joué. J'aurais- ailleurs, bro. J'aurais été mal. beaucoup plus loin. C'est intéressant ça que je comme- disais. C'est intéressant comme tu dis le mindset, puis moi je suis d'accord avec ça. C'est un des arguments que j'utilise le plus, c'est comment tu vois les choses, ton mindset. C'est combien d'énergie tu lui donnes, combien genre ta confiance que tu as en toi vont permettre d'accomplir n'importe quoi. Mhm. Puis comme je dis à tout le monde, tu sais, moi j'étais élevé dans un milieu où est-ce que ma mère me disait tu peux accomplir n'importe quoi, il faut juste que tu le penses puis que tu le fasses. Mal. Puis depuis que j'ai appliqué ça, comme je vis ma vie comme ça, puis juste avec des petites victoires comme ayant le studio, tu vois que tu penses de cette façon-là, Mhm. tu accomplis les choses. Ouais. Puis dans ton scénario, tu es allé de l'autre bord là-bas, tu été dans les espaces les plus inconfortables. Où est-ce que, damn, I don't even speak the language. Ouais, yo. Puis je suis venu par rencontrer des En stars. plus, t'es étudiant dans le temps, là. L'école, Ouais. c'était important, là. Mais là, t'as fait de fuck up. bro. Mais le truc avec ça aussi, c'est que moi, ce qui s'est passé, tu sais, je peux remercier aussi Dieu par rapport à ça parce qu'il y a eu certains événements dans ma vie qui ont juste. La première année, quand j'ai foiré, hein, comme je vais juste faire une petite histoire. Ouais, hein. 2.4, c'est foiré en passant. Hein? Ouais, ouais. T'as dit 2.4 Yeah. tantôt, là, mais c'est Non, mauvais, 2 là. sur 4, c'est Ça, comme c'était ma. 50%. Attends, en parenthèse, ça, c'était ma moyenne, puis j'étais fier. Non, mais parce que moi, le truc, c'est quoi? C'est que C'est un secondaire, 4. primaire, secondaire et tout ça, j'étais un A student. Hey, student, bro. Jamais c'est eu de pour problème ça, à là. l'école. Tu vois? Jamais eu de problème à l'école. Easy. So, j'arrive là, j'ai 50. Et puis le truc, c'est quoi? C'est que la première année, il y avait l'examen de maths. C'est le cours que j'ai fait cette année-là. So, il y avait l'examen final. Puis j'avais vraiment étudié comme un malade pour le faire. Je me souviens, j'avais comme une jaquette genre de jeans. Le matin, je suis comme, yo, je vais dead ce truc-là. Je me lève, il est midi. Je me regarde dans le miroir. Hein. Je suis comme, yo, game over. Là, j'ai mon ami Johnny. Johnny, on va revenir avec lui après. Johnny m'appelle. Comme, yo, bro, comment a été l'examen? Je suis comme, bro, what the fuck? Je vais le kill, là. Il me dit, mais yo, je viens de faire l'examen. Qu'est-ce que tu me parles de que tu vas kill comme tout ça? Je suis comme, what? Actually, je me suis trompé d'horaire. J'ai Oh. mis l'examen. Ah. Le gars, So, t'es je pop-up pensais que l'examen devant le était en miroir, là. après-midi. Pop-up So, tout l'examen seul. était le matin. Puis dis-toi qu'avec tout déjà les cours que je foirais en informatique et tout ça. So, l'affaire, c'est que moi, T'étais confiant à pour l'école, rien. j'ai jamais eu des trucs louches. Au secondaire, j'ai jamais été en retard à l'école. Jamais manqué un cours. Même cégep, né, j'étais hein. comme chez carré, tu vois. C'est là, comme j'ai oublié un examen, qu'est-ce que je fais? La seule chose que je savais, c'était quand je jouais au basket, je me foulais la cheville. So, j'étais comme, yo, je dois me fouler la cheville. So, je vais sur le court de basket, j'ai une balle de basket, je commence à faire des lay-ups, j'essaie de tomber pour me fouler la cheville. Bro, j'ai passé 1h30. Man. Avoue, quand ça, tu veux, ça marche pas. Ça Un match marche de pas, basket, bro. ça arrive aux 30 J'ai secondes. passé 1h30, je monte. Mec, yo, Choke. j'ai L'instinct choke. de survie. Finalement, j'ai dû refaire ce cours-là et tout ça. Puis après, cet été-là, il y avait un de mes amis, Gerti. Lui, 4 de moyenne. Hein. Cette première année-là, on était au métro Côte-Vertu, je le rencontre. Puis là, je suis comme, bro, j'ai essayé de trouver des stages, mais yo, bro, il n'y avait pas. Puis je me disais, avec ma note, comme, Personne prend. personne ne va me prendre, c'est normal. C'est la première chose que tu te poses dans l'entrevue. Yeah. Là, j'y vais. Et là, on se rencontre au métro Côte-Vertu. Je suis comme, bro, Gerti. C'est comme, comment ça se passe avec ton stage et tout ça? Comment avoir un stage et tout? Le gars, il a 4 de moyenne, hein, 4 sur 4. Il me dit, il n'a pas de stage. Mm. Bro, là, ce truc-là, ça m'a juste ouvert les yeux. J'étais comme, bro,
Ça sert à rien. Moi, avec mes 2 de moyenne, ma cheville à moitié shit, tu vois. Et comme les pires notes et tout ça, j'ai pas de job. Toi, avec ton 4 de moyenne, t'as pas de job. Bro, there's something here. Tu vois, il y a quelque chose qui manque dans ces trucs-là. Et vraiment, pour moi, là, à partir de là, je n'étais plus un étudiant. J'étais un hustler. Ah, man. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça vraiment parce qu'on dirait que tu as découvert quelque chose. On parle souvent du système. Est-ce que tu devrais suivre les études? Tu devrais faire Toi, tu ci, dirais quoi puis- aujourd'hui? Tu fais quoi? Aujourd'hui, tu donnerais conseil à quelqu'un? Est-ce que. À ton fils, Ouais, 18 parce ans, que tu dirais tu vas à l'université ou école, deviens un hustler? ou- Non, parce que pour moi, c'est pas hustler, c'est pas aller à l'école et tout ça. Hustler, c'est le mindset que tu fais avec. Tu vois, même quand les gens parlent d'entrepreneuriat et tout ça, où il faut soit, genre, j'aime pas travailler pour quelqu'un et tout ça. Pour moi, être entrepreneur, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise. Mais je pense que je suis un entrepreneur. Parce que je vois pas les choses comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? J'étais à l'école, tout le monde était là en train d'essayer d'avoir des bonnes notes. Moi, je me disais, yo, laisse-moi aller aux États-Unis parce que je veux améliorer mon anglais. Laisse-moi aller foirer des entrevues avec des Américains parce que moi, genre, quand tu foires. Moi, j'ai foiré avec tu des comprends. Américains Exactly. de top niveau. Tu vois ce que je veux dire? So, laisse-moi aller comme gagner des compétitions, actually. Tu parles de compétition, tu as fait une compétition où tu as gagné. J'ai fait plusieurs que j'ai gagné. Ah, mal. Et ça, c'est arrivé parce que j'ai fait la première compétition que j'ai fait. J'ai rencontré un gars, il avait étudié à l'Université de Montréal, il vivait à New York à ce moment-là. Puis il m'a dit, il avait gagné une compétition et puis le maire de New York était venu le rencontrer et tout. Puis il était comme, bro, shout out pour lui aussi parce qu'il était comme, Yo, c'est important les gens qu'on rencontre pour vrai. yeah, si tu es capable de gagner des compétitions, ça va t'offrir beaucoup plus de portes De que même bourse. tes notes et tout ça. Fait que je voudrais t'emmener aujourd'hui au présent, le mindset, parce qu'en ce moment, tu as acquis, vraiment, on a vu ton parcours, où est-ce que tu es allé de A à Z. Puis tu es une personne qui n'a pas peur, qui est allée all-in, tu as eu la confiance, puis tu n'as pas eu peur de foirer. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore foirer. Parce que je sais que quand je sortais de là, je devenais encore meilleur. Puis aujourd'hui, au présent, je sais que je t'amène à qu'est-ce que tu es en train de développer. Parce qu'on a eu une petite discussion la dernière fois. Puis là, je voudrais amener vraiment la discussion parce que c'est là qu'il y a beaucoup de pertinence. Qu'est-ce que tout ça qui t'a amené puis qui t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui? Comment tu commencerais ça? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? So, aujourd'hui, principalement, je suis ingénieur, je travaille à... La bague, show la bague, frère. Ça serait dur pour ça, bro. La 4 vague, ans. c'est la vague, c'est rien. Ouais, je vois la bague, presque hein. jamais. Mais je suis ingénieur, je travaille à Airbnb, ça fait 5 ans que je suis là-bas. Je suis ingénieur senior là-bas. Aujourd'hui, je travaille sur... on a un nouveau business qui va lancer l'année prochaine d'assurance dans Airbnb. Donc, je suis comme un lead dans ce business-là. J'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé en paiement à Airbnb, j'ai travaillé dans le module de recherche. J'ai lancé tout un produit Airbnb Lux qui était vraiment juste presque comme une start-up qu'on a lancée à l'intérieur d'Airbnb. Genre l'intrapreneuriat. Entrepreneuriat à l'intérieur d'Airbnb, juste pour revenir à ce qu'on parlait. J'ai fait ça pendant presque 1 an et demi. Aujourd'hui, je peux dire que comme le système Airbnb, d'un point de vue d'ingénierie puis d'architecture, comme Ça y est. tu vois, il est là, puis C'est moi. et donc c'est ça que je fais au niveau du travail. À côté, il y a beaucoup de choses, hein, comme je suis vraiment big dans crypto maintenant. Il y a des investissements que j'ai en Afrique. L'agriculture, c'est un truc. On va parler d'Afrique et tout ça. C'est là que je veux m'emmener. là. J'ai des projets en agriculture que je suis en train de faire maintenant avec des partenaires en Afrique. Et aussi, je fais beaucoup de mentorat. Je fais beaucoup de mentorat parce que moi, arrivé là où je suis aujourd'hui, à Silicon Valley et tout ça, j'ai vraiment hustle. Tu vois, j'ai navigué T'as et vu, tout là, ça. de Côte-Vertu à Ouais. Silicon Valley, bro, Puis, c'est chaud, là. un truc que j'ai vu, c'est que j'avais pas quelqu'un qui avait déjà comme make it qui m'a aidé. Aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de faire avec les autres. Devenir la personne, le Devenir role model derrière. Exactement, I devenir made parce it que there. yeah. Tu peux le faire aussi. Et il y a beaucoup de jeunes que je vois aujourd'hui qui comme par exemple, il y a un gars Moussa, il travaille aujourd'hui à Google, puis on s'était rencontrés quand lui il a fini Poly. Ok, nice. Et le gars, il me parlait, puis je me voyais dans lui comme 5 ans plus tôt. Bro, je viens de finir l'école, mais on va créer le monde, on va faire un Facebook. Bro, tu vois, calm down et tout ça. Puis juste être capable de parler à ces gens-là, puis de les aider à juste figure out des choses, à comprendre c'est quoi le marché du travail. Quand on parle de le côté hustler, right, c'est
tu rentres dans le marché du travail, mais ce n'est pas juste pour devenir comme, oh, je fais mon travail. Tu dois savoir comment négocier tes salaires. Tu dois savoir comment les interviews fonctionnent. Tu dois savoir comment les recruteurs ils réfléchissent. Tu dois savoir comment ton manager il réfléchit. How do you manage up? How do you manage down? Tu dois savoir comment naviguer les politiques à l'intérieur de l'entreprise et tout ça. Et puis tout ça, tu ne le fais pas si tu as le mindset de « Oh, moi, je suis un employé » ou « Moi, je ne veux juste pas travailler pour quelqu'un ». Parce que tu vas rentrer dedans, puis tu vas juste travailler pour quelqu'un jusqu'à ce que tu sortes et que tu vas travailler pour toi-même. Mais des fois, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que la majorité des gens, ils sont les pires patrons pour eux-mêmes. Tu ne sais même pas être un patron, tu comprends? Tout ça, c'est un peu les choses que j'ai développées, mais surtout, vraiment, c'est pour revenir à ce que je fais, vraiment, c'est principalement le travail. Mais à côté, j'ai des investissements, j'essaie de coacher des gens. Comment tu vois les opportunités en Afrique? Puis je pose la question directement parce que tu n'es pas la première personne que j'entends parler de sont en train d'investir en Afrique. Par exemple, j'ai 2 personnes dans mes contacts. C'est que j'en ai un, shout-out à Kimbo. Kimbo, lui, sa famille a des business là-bas, puis je le vois aller. Ce que je vois, c'est que c'est de l'import-export au Congo. Puis j'allais dire à Kinshasa. Fait que je vois ça qu'il est en train de faire, puis la manière qu'il parle, c'est comme ça a l'air à bombe. Il y a quelque chose qui se passe derrière ça. Là, j'ai aussi quelqu'un d'autre à qui j'ai. Lui, c'était mon courtier hypothécaire derrière ça. Mais je le vois, il est en Côte d'Ivoire en soi. Il est en train de lancer la crypto, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Fait que je trouve que, OK, il y a quelque chose qui se passe là-bas, puis tu sais, moi, je viens pas de ce monde-là, fait que c'est ça, je peux pas le comprendre, ou sinon, j'ai pas la culture non plus pour me rendre là. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que pour un monde qui est perçu de notre point de vue ici dans l'ouest de l'hémisphère ouest, où est-ce que, tu sais, c'est un pays en développement, mais on dirait que quand j'entends les personnes qui sont là, on dirait que c'est plus que du développement. Il y a quelque chose de vraiment big qui est en train de ruer vers l'or, qui est en train de se développer de ce côté-là. Est-ce que tu pourrais le dire de la même façon? Je peux le dire de 2 façons. Il y a cette réalité-là que, comme Africa is booming right now. Je pense que j'ai rencontré ces Gubbio, ouais. Ouais, je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Julie? Ouais. Mon gars, Julie, j'ai rencontré ouais. là-bas. Exactement. On était à J'ai l'hôtel rencontré, 7 étoiles. j'étais en Côte d'Ivoire, puis honnêtement, C'est un petit monde. même avant d'aller en Côte d'Ivoire, je ne pensais pas que Côte d'Ivoire était développée comme ça. Tu es en Côte d'Ivoire, puis des fois, tu es sur une autoroute, tu penses que tu es à Montréal. Bien dit, j'aime ça. Beaucoup de villes en Afrique aujourd'hui, cette idée-là que les gens ont de l'Afrique, C'est sous-estimé. Puis ça, je veux de qu'on parle de la de ça maison de parce paille, que là, c'est off, là. on dirait que c'est ça l'affaire que c'est sous-estimé comme... tu sais, je te coupe là, mais admettons, moi, ma femme aussi, elle travaille, une boîte de TI. C'est des consultants pour SAP. Ils ont un bureau en Afrique du Sud. Tu sais, vraiment, si tu fais du SAP et tu es rendu à Afrique du Sud, puis c'est la grande entreprise, c'est quelque chose qui se développe. Puis ça fait quelques années maintenant qu'on est en train de peut-être prévoir un voyage pour s'en aller exactement là. Aller voir vraiment, tu sais, elle, dans son cas, voyager, mais pour moi, c'est comme... Elle pourrait voir l'équipe, mais pour moi, c'est comme voir ce qui se passe. Là, je veux connaître ça, ce monde-là. Non, je te dis, comment le... Je peux te parler, par exemple, du domaine du tech, right? Mais juste en général et tout ça. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est, comment je peux le dire, c'est... Dans les années 60, il y a eu un mouvement d'indépendance. Right? Et ce mouvement-là, si tu l'étudies dans les années 50, 40, c'est des jeunes, right, qui sont décidés de se lever et de se mettre ensemble. Ils ont changé vraiment le cours de l'histoire. Puis aujourd'hui, ça recommence. C'est quelque chose, la même chose qui est en train de se passer. Dans les années 60, il y avait l'indépendance au niveau territorial. Aujourd'hui, c'est l'indépendance économique que les jeunes sont en train de chercher. Tu vois? Et ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est... À toutes les personnes que je rencontre en Afrique, juste un peu poussé du côté idéologique, je vais revenir avec toi vers tout ce qui est un peu pratique, c'est que l'idée que moi j'ai dans la tête, quand tu vois Christophe Colomb, il se levait de chez lui je sais pas moi, quelque part en Espagne et tout ça, il s'est dit, bro, moi je vais me lever et je vais aller découvrir le monde. Qu'est-ce que tu dois avoir dans la tête là pour te dire ça? Qu'est-ce que tu as mangé le matin? Tu n'as pas d'Internet pour voir qu'est-ce qui se passe. Exactement. Qu'est-ce que tu as mangé le matin? Tu vois? Tu vas créer la map. Et cette force-là, tu vois, de pouvoir impacter le futur, puis impacter le futur de comme presque le monde entier, tu vois, c'est un peu ce côté un peu fou que tu sens en Afrique aujourd'hui. Ouais. C'est que tu as des jeunes
qui ne se voient pas dans 10, 20 ans. Tu as des jeunes qui regardent dans 200 ans, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi l'impact que ça va être? Voilà. Tu parles avec des jeunes, ils se disent, on va être en haut là, puis on va regarder en bas, puis on va se dire, bro, we did something. We did something. And that's the mindset que tu vois en Afrique aujourd'hui. C'est une jeunesse qui veut vraiment prendre les rênes et puis qui a faim. Et l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu as quand même une masse critique de jeunes aussi, africains qui sont allés étudier à l'étranger, qui ont accès à un certain niveau de capital, qui reviennent, qui partagent. Tu as, par exemple, dans le domaine du tech, c'est un truc de malade qui est en train de se passer aujourd'hui, juste cette année. Hein. Entre 2011 et 2020, il y a eu 1,3 milliard, je pense, d'investissements dans les fintech, juste dans les fintech en Afrique, entre 2011 et 2020. En 2021, 1,3 milliard. Boom. Dans le fond, c'est tout passé dernièrement. C'est un truc de fou. Et tu regardes ce qui se passe, surtout les jeunes Nigériens et tout. Bro, je drop the name, hein, Flutterwave. C'est une entreprise qui a été fondée en 2016. Aujourd'hui, elle vaut 3 milliards. Paystack, ils ont été achetés par Stripe. Si tu es dans le e-commerce et tout, tu connais Stripe pour 200 milliards. Et ça, c'est des gars que j'ai rencontrés et tout ça. Puis c'est des jeunes. Hein. C'est pas. Il y a Cheaper Cash, c'est des gars de. Paystack et Flutterwave, c'est des gars de Nigeria. Cheaper Cash, c'est des gars de Ouganda. Ils viennent de faire une entreprise, ça vaut maintenant 2 milliards. Ils viennent de ramasser 100 millions dernièrement. Tu vois? Il y a un autre qui s'appelle, je pense, OPay, toujours au Nigeria. Donc, il y a des gars qui sont en train de faire des choses, mais à un scale qui est comme. Ils sont en train de produire comme s'ils étaient aux États-Unis. Ouais. Tu vois? Et puis, il y a même, par exemple, si tu regardes même en Europe. Puis dans un mode accéléré en plus. Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ce genre de trucs. Et ils sont en train de construire pour l'Afrique. Moi, un documentaire que j'ai vu sur YouTube, c'est le titre était clair. C'est Africa, the next economy, world economy. C'est comme si les choses sont en train de se diriger là lentement. Puis c'est là que on parlait tantôt, là, c'est là que tu vois, je vais me diriger. On s'en vient. Est-ce que tu vois l'influence de la Chine derrière ça? Pas vraiment, parce que la Chine, elle pousse. Mais un peu comme les États-Unis poussent aussi. Ouais. Un peu comme la Russie aussi pousse. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que beaucoup de jeunes Africains se disent on va essayer de prendre l'avantage du côté économique. Juste comme les générations de nos grands-parents ont fait au niveau territorial. Il y avait des tensions qui étaient là au niveau mondial. Ils sont venus dans les concerts des nations. Ils ont négocié les indépendances. Ils sont sortis de là. Aujourd'hui, regardless que la Chine rentre dedans ou que les États-Unis rentrent dedans, pour un Africain, ça ne change rien en fait. Tu vas chercher le meilleur deal et tu essaies d'évoluer avec ça. Ouais, parce que là, il y a le projet chinois, justement. Oui, puis tu vois, c'est là que je me dirige vers ça parce que, regarde, parce que ce vidéo, ce documentaire que j'ai vu, Africa, the Next World Economy, il y a des liens aussi que je voyais pourquoi ça pourrait devenir une des économies les plus potentielles. Il y a la Chine qui commence à s'impliquer aussi, puis il y a la Chine aussi que j'ai partagé comme notion derrière. Ils sont en train de bâtir la plus grande autoroute du monde. C'est une autoroute qui va se rendre de la Chine, de One Belt, One Road. Ouais. C'est une autoroute qui va partir de la Chine, qui va se rendre jusqu'en Europe, mais qui va passer par l'Asie, par l'Afrique. 68 pays. 68 pays vont traverser cette autoroute-là qui va être financée par la Chine. Train, maritime et terrestre. Puis leur but, c'est de connecter tout cet espace-là. Ouais. Fait que tu peux voir vraiment c'est quoi qui va se passer derrière ça. Ouais. Le projet, il est estimé à prendre fin en 2049. Ils ont déjà commencé. Mais en ce moment, c'est beaucoup de politique qui se passe. Comme, c'est qui va payer ça? C'est qui va faire ça? Comment on va faire ça? C'est quelle direction on va aller? La construction a commencé. C'est là que je trouvais ça intéressant parce que tu nous amènes vraiment cette approche-là, comment il y a des opportunités de développement en Afrique. Moi, je vois cet autre côté-là où est-ce que la Chine a aussi vu cette opportunité de développer en Afrique en construisant une autoroute qui va faire de A à Z. Les marchandises. Cette opportunité-là, elle a toujours été là. Je pense que le truc en Afrique, c'est que le monde en général n'a jamais essayé de lui donner la chance de jouer le rôle que l'Afrique doit jouer dans l'économie mondiale. Tu vois. Et je peux même réduire ça au Congo, par exemple, pour dire que quand tu regardes le Congo, depuis la révolution industrielle,
tous les minéraux importants que le monde avait besoin, ça venait toujours du Congo. La révolution industrielle de caoutchouc, Congo. Ouais. La première guerre mondiale, le cuivre, pour les armes, Congo. La deuxième guerre mondiale, l'uranium, Congo. Congo. Damn. La révolution Internet, comment on appelle ça, les métaux rares, Le métro, ouais. Congo. Congo. Aujourd'hui, la révolution électrique, Congo. Les fibres optiques, tout ça. Là. les fibres optiques, exactement, les véhicules électriques, le cobalt et tout ça, Congo. Quand tu regardes dans le futur, la révolution écologique, après le Brésil, la plus grande forêt vierge, Congo. Congo. Tu vois? Le Congo a toujours été, par exemple, présent dans toute l'histoire de la nation, mais les Congolais n'ont jamais pu Profiter. et puis prendre les rênes et puis être participants dans cette histoire. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu penses long terme aussi. Puis je pense que c'est ça qui se passe. Aussi, Et comme tu dis, ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, justement. C'est genre, on t'a laissé pour battu, mais tu renais live, là, comme. Yeah. Tu vois, je veux dire? On pensait qu'on t'a tout enlevé, mais ils ont oublié qu'il y avait du monde là-bas, tu vois. Puis ce monde-là, ils ont une nouvelle pensée, ils veulent investir, et tu vois l'impact aujourd'hui, tu vois. Avec toutes les compagnies que tu viens de nommer tantôt, il y a un impact, puis il y a cet investissement, puis toi, en plus, tu vas et tu reviens, tu investis là-bas. Exactement. Et ça, c'est pas juste moi. Hein, et ton investissement est 2.0, parce que tu le fais en crypto en ce moment. Ouais. Et c'est beaucoup. Metaverse, on s'en va, là. C'est beaucoup de jeunes, en fait, qui sont en train de revenir et puis de pouvoir faire leur part. Hein. Fait que si je comprends, le Congo, c'est comme une plaque tournante en technologie en Afrique. Pas seulement en Afrique, dans le monde, en fait. Aujourd'hui, c'est pas une plaque tournante en technologie. Si je peux dire, les plaques tournantes aujourd'hui au niveau tech, c'est le Nigeria et Kenya. C'est Kenya vraiment qui a commencé tout ça. Kenya a commencé il y a presque 20 ans avec Mobile Money. Donc, permettre aux gens qui n'ont même pas de compte bancaire de pouvoir avoir de l'argent dans leur téléphone. Ça, je l'ai vu. Et tout ce qui est... Aujourd'hui, nous, on a des applications Interact sur ton téléphone et tout ça. Mais la monnaie mobile, comme la monnaie mobile et tout ça sur ton téléphone, ça a commencé en Afrique il y a 15-20 ans. Et ça, beaucoup de gens ne réalisent pas. Moi, quand je suis allé la première fois, quand je suis rentré en 2018, ça qui a blow mon mind, c'est que... Tu as fait des conférences là-bas aussi. Tu as participé à des conférences, justement. Ouais. Ce qui a blow mon mind, c'était que tu arrives dans un pays, tu penses que c'est l'Afrique, ce que tu entends sous-développé, mais les gens vont dans les magasins et avec leur téléphone, il est capable de payer ses groceries. Il est capable de payer Avant même que ça arrive ici. Là. Avant même que ça arrive ici. C'est tellement vrai, ça, parce que, tu sais, dernièrement, j'ai fait un voyage comme ça à Aruba. Puis, il y avait des technologies à Aruba où est-ce que... C'est une petite île dans les Caraïbes. Puis, comment ça, ils ont une technologie que nous autres, on n'est même pas encore en train d'utiliser en ce moment. C'est ça l'affaire qui est sous-estimée dans où est-ce qu'on est en ce monde-là. On est supposé être les premières nations industrialisées puis tout ça, mais il y a certaines choses où il y a des lacunes. Où est-ce qu'on a nos pays, parce que le struggle a tellement été différent, il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes. Puis en se débrouillant par nous-mêmes, on a développé certaines technologies que vous recevez maintenant, puis vu que c'est une grosse marque et une bannière qui met son nom dessus, ben c'est l'innovation, mais hey, on fait ça depuis date. C'est un peu le concept qu'on appelle le leapfrog, right? De sauter une génération technologique. Quand tu regardes aux États-Unis, même ici, le système bancaire est tellement implanté que changer les habitudes, c'est vraiment très difficile. Énorme. Alors que quand tu es dans un monde où le système bancaire n'était juste pas là, au lieu de passer de pas de système bancaire à système bancaire, tu fais un système puis après ça à un système bancaire mobile, tu sautes directement. T'es allé plus simple. C'est la même chose que la Chine a fait. Aujourd'hui, fonctionnel direct. Exactement. Aujourd'hui, en Chine, la Chine sont passés par pas de banque à WeCash. Ouais. Tu vois? Ou WeChat, excuse-moi, WeCash. WeChat, tu vois? Et c'est le même leapfrog qui s'est passé en Afrique dans beaucoup de pays, que quand tu as la technologie et puis que tu n'as pas besoin de... Les technologies qu'on utilise ici au Canada, aux États-Unis, et on va parler de crypto. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, c'est là que j'ai réalisé que envoyer de l'argent des États-Unis au Canada, c'est pain in the ass. T'as plein de frais, T'as plein de trucs. C'est qu'après 4 heures, tu ne peux pas envoyer d'argent, tous les jours. Le week-end, tu ne peux pas envoyer d'argent. Les Américains, ils n'avaient même pas un truc comme Interact. Tu as des applications comme Venmo, Cash App. Mais Cash App sont sortis il y a 2 ans. Moi, quand je suis allé quand j'ai commencé à aller là-bas, c'était comme, c'est quoi ce pays-là? Tu as tous les frais en plus. Tu penses que Amérique, les États-Unis, surtout comme tu vas à Silicon Valley, tu penses que comme... Moi, je pensais que je vais à Silicon Valley, il y a des trains du futur qui volent et tout ça. Tu arrives là-bas, les gens, ils n'ont même pas comme
Donc, transfert après 4 heures, tu ne peux plus envoyer de l'argent à quelqu'un. Et tout le monde vit comme ça. Hein. Tout le monde vit comme si c'était normal aux États-Unis. Et ça qui moi, que comme ça me blow ma mind, c'est comme, aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire que comme tu es à Montréal, puis qu'après 4 heures, tu ne peux pas envoyer de l'argent à quelqu'un? C'est fou, bro. Faut que tu me payes, bro. Hein, il faut que les gens Et eux, payent. ils ont fait ça pendant des années. Hein. Si tu regardes Ouais, le c'est- Venmo, là, c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'une application comme Venmo a blow up. Ça permet aux gens de faire ça, mais les gens sont habitués, puis il y a comment on est en avance, C'est le genre on de pense que confortable, ouais. exactement, on a ce confort, mais après, quand il y a d'autres pays qui veulent innover, qui avancent, c'est beaucoup de questions que tu n'as même pas Yo, besoin de te what's up, poser, ouais. comme après 4 heures, j'ai quand même besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Non, effectivement, puis je pense que ça, c'était les faiblesses de où est-ce qu'on est. C'est comme, on est conditionné à vivre selon les règles des corporations, fait qu'on, c'est comme ça, on est habitué comme le 4 heures. Le 2 jours il faut que j'attende 2 jours pour que mon chèque soit dégelé. Quand tu as une application qui l'envoie directement, puis là, la crypto rentre. Ouh, la crypto, ils ont Ah, la peur. crypto. Là, ils commencent à investir dans la crypto. Fait que là, dans la crypto, tu peux, boum, t'envoies ça directement. Il n'y a pas de barrière de douane. Il n'y a pas de taux de change. Fait qu'on parle la même monnaie. Puis bientôt, on va parler la même langue dans tout ce qu'il y en est. Puis toi, tu es en ce moment dans la crypto. Depuis les derniers mois, ouais, beaucoup. Et Et- je peux te dire que Lui a suivi le bump, là. et, Shiba Inu. et je peux te dire, c'est même pas moi comment la première fois que j'ai expérimenté crypto, tu sais, je suis dans le domaine de la technologie, ça fait presque une dizaine d'années aujourd'hui, mais je regardais toujours ça comme on the outside looking in. Right? Ouais. La première fois que j'ai compris l'utilisation de crypto, c'est parce que je devais m'envoyer de l'argent au Canada ici durant un week-end. Puis, Là, c'est fermé le week-end, bro. c'est fermé le week-end. Puis là, j'étais comme, what the fuck? So, je devais trouver un moyen. So, c'est là que je me suis dit, ah, bah, je vais essayer crypto. So, j'ai pris de l'argent, j'ai ouvert un compte Coinbase, j'ai mis de l'argent dans mon Bitcoin. Puis là, j'ai transféré dans une adresse comme au Canada. Puis les gars m'ont fait un courrier Interac. Puis j'ai reçu mon argent. C'est un samedi. Les gars, comme yo, j'ai révolutionné le monde. Bro, là. moi, c'est ça qui m'a comme. Ça a vraiment La fait comme. facilité It's a derrière ça. wrap. Tu vois? On peut plus retourner derrière. Et même après, c'était pas encore un rap. Parce que je comprenais toujours pas en fait comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qui marche comme, tu vois. Puis c'est vraiment dernièrement que j'ai rencontré un gars comme un collègue à moi avec qui je travaille, Esco, shout out to him, que il s'est vraiment assis avec moi. Il a vraiment commencé à m'expliquer Open comme book. crypto c'est quoi. Il m'a expliqué c'est quoi comme cryptocurrency, c'est quoi comme le decentralized finance. Le pouvoir de l'immobilier derrière tout ça aussi. Exactement. Puis Financement. tous les différents moves que tu peux faire avec. Et c'est là maintenant que comme, OK, I got it. Puis l'affaire qui est fou avec crypto, tu peux même écouter comme beaucoup des gros investisseurs et tout ça. Dernièrement, j'écoutais beaucoup des émissions, tu leur demandes, c'est quand tu as compris crypto. Pour beaucoup, c'était avril 2020. Ça fait même pas un an. Pandémie. Puis beaucoup de gens comme ça, juste comme... Parce que André Crypto, là, dès que ça clique, c'est comme si tu deviens genre un maximaliste. Genre, ça devient comme... Yo, T'es crypto, c'est vendu le next- crypto, là. T'es yo. vendu, tu Ouais, vois. non, c'est vrai. Mais arriver à cette étape-là de bien comprendre, et pour moi, c'est un peu comme pour tout. Je me dis toujours que c'est toujours une question de comme qui te l'explique. Ouais. Tu vois, si tu as un bon enseignant, Puis la finalité aussi. ouais. À Et quel but? c'est dans tous les domaines, en fait. Moi, je l'ai vu même en informatique et tout. Je me souviens avant, je faisais beaucoup de conférences et tout ça. Et c'était toujours ça. Comme quand j'explique l'informatique à quelqu'un, tout le monde se dit que je peux devenir informaticien. Ouais, ok. Tu C'est vois. tellement facile. Mais la majorité des gens, quand ils ne savent pas, tu leur parles de code, ils pensent que c'est un truc, Chinois, que c'est une élite, c'est du chinois. Alors Ouais. que, honnêtement, pour moi, l'informatique, c'est Un la langage. base, en fait. Ouais. C'est un peu comme tu apprends une langue. Tu vois. Puis quand je te l'explique de cette façon-là, tu le comprends. Mais il y a beaucoup, un peu comme dans n'importe quel domaine, beaucoup d'élitisme. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai fait 4 ans en ingénieur. Donc toi aussi, tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, je peux te dire, comme si tu veux t'y mettre, tu t'y mets, puis tu peux être au niveau comme que je suis dans quelques années, si tu veux. Surtout le concept de crypto, tout le monde dit, quand il explique, c'est yo, tu fais de l'argent rapide. Yo, quand tu vas faire le crypto, c'est simple. Puis yo, avant, on utilisait ça pour frauder. Aujourd'hui, donc tout ce concept derrière crypto, à un moment donné, c'était comme, pour notre génération, c'était comme un off au début. Yeah. C'était comme yo, pourquoi l'argent rapide, c'est pas bien? L'argent rapide, pas bien, ça fluctue trop. Puis deuxièmement, on l'utilisait avant pour frauder parce que comme ça passait inaperçu. Facile non? à Comme yo. simuler. Mais aujourd'hui, comme tu dis, l'aspect financement, le fait que tu peux payer, le fait que tu peux pas nécessairement retrace tout le temps,
ça donne une voix complètement différente. Et moi, j'ai justement une fois qu'on on voulait planifier une rencontre bientôt là, pour que tu me donnes un peu de knowledge derrière ça. Parce que justement, pour moi, crypto, comme si tu n'es pas dedans, tu es off. Là, parce que tout, tout se dirige vers ça à 100%. Ouais. Puis, tu sais, la merde de crypto, Bitcoin, c'est un peu le truc, comment je peux l'expliquer aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, le store value, euh, l'entrepôt vraiment pour stocker de l'argent dans le monde, c'est l'or. Tu vois. Toutes les banques centrales, ils avaient de l'or et tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, on a bougé un peu plus vers le dollar US qui était devenu vraiment la référence. La référence, ouais. Si tu as des dollars US, tu as quand même une garantie. Suite au crash, là, on dit au dollar, Exactement. on back sur ça. Et Ouais. Ciao, bye. après le crash de 2008, les gens ont commencé à essayer Fallait de repenser réfléchir à à d'autres d'autres. choses. Tu vois. Et durant ce temps-là, Bitcoin il est en train de venir tranquillement. Tu vois. Et l'idée de Bitcoin, ce qui est fort avec l'idée de Bitcoin, c'est que Bitcoin, il vient ramener aux gens à la base de c'est quoi l'argent. Donc, quand tu commences à comprendre Bitcoin, en fait, ça te ramène à te dire c'est quoi l'argent. Ouais. Right? So, on peut s'asseoir ici, nous trois. C'est quoi ton compte de banque virtuel? Ouais. Où tu Même vois? pas ça. Tu demandes c'est quoi l'argent comme à la base. On peut être nous trois ici. Ouais. Right? Si j'ai des francs congolais, je te dois $100. Je te dis, je te donne 100 francs congolais. Ah, je sais pas. Tu vas accepter? Non. Si moi, si je te dis que je donnais je sais pas moi, 100 pesos pour $100, tu vas accepter? Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi? Parce qu'il faut que je connaisse la devise et le taux de change. Quand tu y penses, l'argent, là, c'est basé sur un principe qui est la confiance. Je dois trust que ce médium monnaie-là. Qui d'échange me donne la même valeur. qui me donne la même valeur. Tu vois? Pendant beaucoup de temps, même les gens qui ont étudié, qui ont fait leur MBA, blablabla, ils te parlent des histoires macroéconomiques, blablabla. Mais à la fin de la journée, Qu'est-ce que ça vaut? c'est ce que ça vaut, mais ce que ça vaut, c'est même pas ça. C'est est-ce que moi, je crois? Tu comprends? Ça revient à l'individu. Ouais. Parce que ça peut valoir. Tu peux m'expliquer tous les contextes macroéconomiques. L'argent. Mais si moi, je regarde ton 100 francs congolais, là, puis je suis comme, Non. c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ouais. Tu comprends? Et à partir du moment où tu es capable de build and trust entre un certain nombre de personnes, Ça grow la valeur. c'est là que la monnaie se crée. Aujourd'hui, quand tu vois même que ce soit les Shiba Inu, tous les monnaies et tout ça, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont là, qui commencent à jouer avec ce principe-là. Et c'est basé sur quoi? C'est que si toi, tu acceptes de dire que moi, je vais prendre mon $5 000 C'est pour ça qu'il y a eu des pics. que j'ai travaillé pour lequel j'ai travaillé comme un fou et je paye cette monnaie-là parce qu'il y a un jeune de 18 ans qui a dit que cette monnaie-là, elle vaut $5. Tout le monde achète. Bah. Et tu l'achètes. Tu comprends? Et le truc avec crypto, c'est qu'il n'y a pas de grosses règles macroéconomiques. Il n'y a pas de besoin d'aller faire ton Si MBA. tout le monde décide d'acheter, ça vaut quelque chose. Est-ce que tu trust? Ça revient à la base de tout. Est-ce que tu trust que, comme moi je te dis que, disons qu'on crée un nouveau token, on crée un token Alexis. Right? Est-ce que tu trust que si je te donne un Alexis, c'est l'équivalent aux $100 que tu m'as donné il y a une semaine? Ouais. Si tu trust ça, c'est le monde qui crée ça. si aujourd'hui, toi, tu trust, Alexis te donne un Alexis. Ouais. Toi, tu dis que ça vaut $100, OK? Puis après, toi, tu me dois $100. Et tu me dis, je te donne un Alexis, puis moi, je te crois aussi. Là, tu viens de créer de la valeur. Ouais. Donc, moi j'ai un Alexis aujourd'hui. Si maintenant, moi, je reviens à Alexis qui a créé la monnaie. Je suis comme Alexis, comme moi, je vais acheter un truc, par exemple, je veux venir louer ta salle de podcast. Ça coûte $100, mais je te paye un Alexis. Et Alexis accepte. Fait qu'on a établi qu'un Alexis $100. peut payer pour ses. Et qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait? On vient de créer une monnaie. On crée une monnaie. Ben, Et la crypto, ouais, ça sonne bien. J'aime bien comment ça un Alexis. Ça va créer ça, bro. tu vois, il n'y a pas eu de... Mais- Est-ce que de la macroéconomie de Non, Alexis, non. blablabla, c'est Il juste... n'y a pas l'histoire. Ouais. Mais en plus, ce qui est fou là-dedans, c'est que j'entendais justement des gens parler de ça. Il y avait des cartes de hockey, mais je sais pas, sûrement le football aussi existe, là, mais des cartes de hockey que les gens ils étaient capables d'interchanger en ligne. Mais c'était une carte en ligne, mec. Mais ils ont été capables de dire, ça, c'est une carte rare, donc elle vaut tel prix. Ouais. Et là, le monde dit, oh, moi, je possède cette carte, elle vaut, je sais pas, le gars m'a dit, oh, j'ai acheté la carte à $5. Maintenant qu'il y en a moins en circulation, elle en vaut 100. Mais j'étais comme, mais c'est virtuel, mec. Mais t'as même pas la carte avec toi. Il me dit, non, je sais, mais j'ai le code qui me dit que la carte vaut ça. C'est parce que le monde a donné la valeur à cette carte. C'est fou, Et man. pour revenir à ça, c'est pas que c'est fou. Parce que si tu y penses vraiment, là, on est comme dans
tout ce qu'on voit, c'est, comment on appelle ça, comme social construct. Ouais. C'est des constructions sociales. Les autoroutes sont construites sociales. C'est des ententes qu'on a entre toi et moi, tu vois. Je lisais un truc, un gars qui essayait d'expliquer en fait tous ces concepts de monnaie et tout, puis il disait que quand comme les Blancs, les Américains, les Européens, les Français sont venus pour la première fois en Amérique, et ils sont venus dire aux Amérindiens que en signant un bout de papier, tu peux own une montagne. Ces gens-là se sont moqués d'eux. T'es fou ou quoi? C'est comme, Ça appartient à tout le monde. moi, je signe un papier à 1000 km d'une certaine montagne, et ça veut dire que moi, je own cette montagne. Ouais. Juste si tu repenses, hein, comme take a step back. Ouais. So, le petit bout de papier que tu as, ok, Mais, Définis d'autres choses. définit quelque chose d'autre. mais justement, ouais, vas-y, continue. Vas-y. Et en fait, quand tu y penses, en fait, même quand tu vas acheter une maison, tu vois, La banque te donne un bout de papier. Hein. Tu signes la banque te donne un bout de papier, et la seule différence, en Échange fait, d'une valeur. c'est que il y a une centrale qui a des règlements qui sont nos lois, qui dit que quand il y a un conflit, parce qu'à chaque fois, la confiance, en fait, elle se casse à partir du moment où il y a un conflit. Et puis quand tu as une façon de résoudre le conflit, ça se règle aussi. So, il y a une centrale qui dit que quand toi, tu as un bout de papier, toi, tu es, par exemple, aujourd'hui avec Covid, là, je suis au Congo, je signe un bout de papier en ligne et je dis que je suis propriétaire d'un plot de maison avec un bâtiment dessus à Montréal. Ce bout de papier-là, quand il y a un conflit, je peux aller dans une entité qui est la loi ou l'État et dire que ce bout de papier représente ma maison. Tu vois un peu? Et maintenant, ce que le monde de crypto amène, c'est dire que pourquoi on peut le faire avec un bout de papier et pas le faire avec un bout de photo en ligne? Ouais. Qu'est-ce qui est différent? NFT. Et quand tu y penses, c'est quoi la différence vraiment? Rien. La seule différence, c'est que c'est la confiance et l'entente qu'on a que ce bout de papier qu'on signe tout le monde, il représente telle chose. Ouais. Bang. C'est fou, hein, parce que quand tu penses à l'histoire parce que quand tu penses à la France, c'est ça qui est arrivé avec la monnaie. Avant, c'était les échanges, l'or et tout ça. Et là, à un moment donné, on se dit, oh, ça coûte trop. Comme la banque, elle ne peut pas accéder. Donc, tu sais quoi? On va commencer à marquer un bout de papier, la valeur, et donne ça aux gens. Les banques donnaient ça aux gens pour dire, regarde, ça, c'est ta valeur. Va acheter ça. Va voir le gars de la boulangerie et donne-lui le papier. Puis dis-lui qu'il te signe le retrait de l'argent et qu'il vienne me voir après pour que je lui donne. Et le monde, comme tu as dit, dès que le monde a adhéré à ça, puis plus de monde a adhéré, finalement, ça devient comme une confiance sociale que cette valeur de papier vaut quelque chose. Exactement. Et le problème qui est arrivé dans ce temps-là, c'est quoi? C'est que les centrales, donc les centrales, on peut dire les gouvernements et les banques centrales, par exemple, ils ont décidé de devenir les seuls responsables. Le contrôle de dire que c'est seulement nous qui peuvent émettre ce bout de papier. Puis donner la valeur. Donner la valeur à ce bout de papier. Yeah. Aujourd'hui, par exemple, comme je disais ça dernièrement, beaucoup de gens ne savent pas, mais la Banque centrale américaine, elle n'est pas owned par l'État américain. Et on met des individus privés. Tu vois? Mais, donc, c'est ces individus privés-là qui sont prêts, qui sont la responsabilité, qui est une responsabilité presque mondiale aujourd'hui, d'imprimer le papier en qui tout le monde a confiance dans le monde. Pourquoi toi, tu ferais confiance à ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? C'est comme ma mère me disait dans le temps avec Jack Dorsey. Il a 2 yeux, il a une grosse tête comme toi. Ouais. Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'il a fait des grosses études. Il a plus de papier, lui. Tu vois? Il n'y a pas vraiment... Et c'est ça, en fait, fondamentalement... Et c'est cette genre de rébellion que les cryptos permettent de faire aujourd'hui. Et en fait, le crypto, c'est juste une personne qui contrôle, mais la majorité. C'est la masse qui contrôle. Qui fait en sorte qu'il donne la valeur. Exactement. Si tout le monde se retire, il ne vaut plus rien. Si tout le monde accepte qu'il vaut quelque chose, il va valoir quelque chose. Sans passer par justement la banque. Et c'est ça qui est dangereux, le gros danger que même les États voient dans le crypto, c'est que aujourd'hui, surtout Bitcoin. Ce qui s'est passé avec Bitcoin, c'est quand même un truc de fou. C'est que le fondateur de Bitcoin, le gars Satoshi et tout ça, quand il a lancé Bitcoin, à un moment donné, il a envoyé son dernier message, il était comme... Ciao, bye, c'est votre problème maintenant. Puis, ce qui s'est passé maintenant, c'est que aujourd'hui, si tu as un problème ou que tu veux crack down Bitcoin, tu vas chez qui? C'est ça. Qui est Il n'y a personne à la base qui own. Il n'y a personne qui le own. Bitcoin est basé sur quoi? La confiance que toi, tu as qu'aujourd'hui, Bitcoin vaut $60, que tu es prêt à payer les 60 000. Tu vois? Et ça, tu ne peux pas l'enlever des gens. Non. À partir du moment où les gens décident d'avoir confiance en quelque chose, il n'y a pas de truc magique que tu peux dire que moi, j'enlève la confiance
de ces gens-là. Et maintenant, de plus en plus, même, ces institutions-là, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas combattre Bitcoin. Donc, ils essaient de commencer à injecter de l'argent dans Bitcoin et puis ils essaient de le Ça contrôler devient vraiment... de l'intérieur. C'est majoritaire. C'est un autre monstre. Ouais. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça que, quand même, les gens disent que Bitcoin risque d'arriver à 1 million et tout. Quand tu y penses, je dis ça souvent aux gens, en passant aussi, je ne donne pas de conseils conseils financiers, C'est pas légaux. un gourou, c'est pas un gourou. C'est pas... Faites vos propres recherches. Hein. Je veux Mais pas ça fait quelqu'un- du sens ce que tu vas dire Ouais, maintenant, parce que tôt ou tard, ça va être ça. Tu vois, et la raison est simple. Hein. Quand tu fais juste, c'est beaucoup de maths. La probabilité que Bitcoin passe de $100 à 66 000 $, ok? Et la même Si tu probabilité. c'est pas la même. Quand tu passes de $100, 60 000 $, là, Ouais. c'est 6 avec 5 zéros. Non, 4 zéros. 6 avec 4 zéros, on est d'accord. $100, là, c'est 1 avec 2 zéros. Ouais. Ouais. Là, on vient de monter, on vient de faire 2 fois, 2 zéros de plus. On fait un fois 100, plus le 6, donc à peu près fois 600 qu'on a fait pour arriver là. Maintenant, de passer, aujourd'hui, on est dans les 80 000, près de 100 000. Right? Ouais, D'ici la fin de l'année, ça dit qu'on va partir de 100 000. Passer de 100 000 à 1 million, c'est un fois 10. So, tu me dis que une monnaie qui, dans les dernières années, a réussi à faire fois 600, ne serait pas capable de faire fois 10. Ouais. C'est sur ça que tu es en train de bet. C'est exactement. C'est une grosse game. Tu comprends? Sur combien tu vas mettre? On te pose la question. Combien vous allez mettre? Puis sinon, pour terminer tout ça, ça serait quoi qu'un dernier conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont écouté tout ce que tu viens de dire? Tu as vraiment ton histoire dès le début de Hansik jusqu'à Silicon Valley, jusqu'à à la crypto et l'investissement en Afrique. Comment tu terminerais ça, genre ce podcast? So, ce que je dirais aux gens, c'est que de ne pas être averse à l'information. So, de ne pas cherche l'information. Et Sois pas limité à ce que sois tu pas sais. limité à ce que tu sais. Ouais. Et essaie toujours de prendre l'information pour ce qu'elle est. Je vois toujours l'information comme un item qui est là, tu vois. Peu importe la personne qui va venir te la donner, elle vient avec un certain angle. Mais ce n'est pas l'angle ou la personne qui te donne l'information qui définit l'information elle-même. C'est la source. La personne qui te donne l'information, elle peut être un connard ou quelqu'un qui n'est pas fiable, mais l'information peut être vraie. Ta responsabilité à toi, c'est d'aller valider cette information. Une Kossi confirme, là. Tu vois? Aujourd'hui, surtout dans les communautés immigrantes et tout ça, quand tu regardes la génération de nos parents, le gros problème qu'on a eu, c'est même pas, je peux dire, les opportunités que le Québec nous a données et tout. Parce qu'on n'a pas eu, nos parents, souvent, ils n'ont pas eu la bonne information au bon moment. Ouais. Notre génération, on a cette responsabilité D'amener. d'aller chercher cette Et on bonne a l'accès. information. Et Puis on a ces accès-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir accès à ces informations. Et c'est des choses très simples. Hein, qu'aujourd'hui, tu vois, beaucoup de gens parlent toujours d'entrepreneuriat et tout ça. Et puis j'essaie toujours de challenger ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un concierge. Et parce que tu as un bon dossier de crédit, parce que tu organises bien tes finances, tu peux avoir une maison. Ouais. Et après 5-10 ans, ta maison prend de la valeur, tu refinances. Faut t'acheter avant le gros boom. Là, tu as vendu au boom, tu as fait 200 000. Tu as fait 200 000, tu t'achètes un condo et tout ça. So, juste en ayant la bonne information. Tu as fait 200 000, tu as mis dans Bitcoin. Tu as mis dans Bitcoin, puis ça boom, tu vois. Juste en ayant la bonne information, ouais. tu peux financièrement être à l'aise, tu vois. C'est pas une question de... où tu peux aussi dire que non, je suis entrepreneur, puis tu te craques ta tête pendant 10 ans et puis tu fais presque rien parce que tu n'as toujours pas la bonne information. Et voilà. ça revient vraiment à ce que je disais pour l'information et surtout, je pense, l'éducation financière. Je pense que dans nos communautés immigrantes, on doit vraiment faire cet effort-là de devenir lettré financièrement. Et c'est un truc, par exemple, pour moi, hein, quand j'ai fini l'école, j'avais ma bac d'ingénieur et tout ça, c'est là que je me suis rendu compte que je suis vraiment con, en fait. Parce que j'ai tout ce papier-là, mais je ne savais pas comment l'argent fonctionnait. Sur les 5 dernières années, pour moi, je les ai passées à essayer de comprendre comment l'argent fonctionne. C'est ça qui est important à la fin de la journée, c'est que, like, do you know how money works and you have the right information to take action on it. Et regardless que tu veux être entrepreneur, si c'est ça qui te va. Si tu veux rester travailler et puis avoir ton week-end et puis après 4 heures pour ta famille, etc., financièrement, tu peux être bien si tu as les bonnes informations. Et tu vois,
la sécurité financière et l'amélioration de ta situation financière, elle n'a pas rapport vraiment avec ce que tu fais, ton 9 to 5. Elle a plus rapport avec l'information et Que tu là où tu vas produis avec ça, que tu ouais. produis avec ce que tu fais. Ouais, mal. C'est vraiment le message que Bang. It's a wrap. Yo, thanks. J'aimais ça. welcome. Yo, je pensais à ça, là. Tu sais, les fucking compagnies, quand ils ont plus d'argent, ils font quoi? Ils vont en public, les fils de pute.